Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international. Elle revient de loin après y avoir passé près de 2 semaines dans l'enfer de Gaza, à Rafah précisément, à l'hôpital européen de Gaza, situé non loin de Khan Younes. 2 semaines d'enfer, de cauchemars et de scènes de souffrance insoutenables. Elle est notre invitée ce soir, celle que nous allons découvrir juste après ça. Je vous le disais donc dans l'entame de cette émission, nous accueillons ce soir Imen Marifi, infirmière française qui a passé 2 semaines à Rafah, 2 semaines où le pire a été vécu, je suppose. Imen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Imen, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir à l'Échiquier international parce que certainement, vous allez nous apporter votre témoignage et c'est les témoignages de ce que vous avez donc dû vivre ces 2 semaines à l'hôpital européen de Rafah. Mais bien entendu, juste après le sujet qui est signé Neila Aït Hamouda et on revient vers vous, Imen. C'est l'enfer sur terre à Gaza. La situation humanitaire s'avilit. Un quart de la population est déjà dans une situation de famine. Les humanitaires ne parviennent pas à rejoindre le nord de l'enclave, toujours assiégé par l'entité sioniste. Une zone sans accès humanitaire et avec un système agricole dévasté. Les civils qui attendent le peu d'aide avec ferveur sont ciblés par des tirs de l'armée sioniste. L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de Gaza. Cette situation a interpellé les consciences de certains membres du Conseil de sécurité. Ammar Benjama, ambassadeur de l'Algérie à l'ONU, appelle le Conseil à agir pour assurer le respect du droit humanitaire, y compris l'interdiction d'utiliser le fait d'affamer la population civile comme méthode de guerre. Aujourd'hui, alors que l'ensemble de la population gazaoui dépend de l'aide humanitaire, la puissance occupante israélienne utilise la famine comme méthode de guerre. Le recours délibéré à la famine en tant que politique constitue une violation flagrante du droit international. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaoui à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. Les résolutions 2712 et 2720 adoptées par le Conseil de sécurité pour prolonger des pauses humanitaires et des couloirs à travers la bande de Gaza sont loin d'être appliquées sur le terrain. En absence d'une cessation des hostilités, fournir une aide humanitaire demeure un objectif inatteignable. L'attaque en cours contre Gaza n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une punition collective pour le peuple civil palestinien. Notre silence donne le droit de tuer et d'affamer la population palestinienne. Ce conseil doit de toute urgence appeler et exiger un cessez-le-feu. Un enfant sur 6 souffrirait de malnutrition aiguë. Aussi sinistre que soit le tableau aujourd'hui, il peut encore se détériorer si les combats et le blocus se poursuivent. L'Agence des Nations Unies n'est plus en mesure d'adopter l'aide alimentaire dans le nord de l'enclave. La situation devient de plus en plus critique. Alors, Imen, on vient de voir ensemble donc la situation à Gaza, de plus en plus désastreuse. Les Gazaouis, les Palestiniens sont privés de tout. Dites-nous, Imen, vous qui avez donc passé 2 semaines, est-ce que ces 2 semaines vous ont paru très longues d'abord? Et surtout, comment vous vous êtes retrouvés à Gaza pour un petit peu situer avec nos téléspectateurs? Bonsoir. Alors, comment je me suis retrouvée, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Blouse Blanche à Gaza, qui est un collectif français. Et une ONG qui s'appelle Palmed Europe nous a contactés pour recruter un petit peu, mais ils recrutaient tout d'abord des médecins et des chirurgiens. Et par la force des choses, j'ai réussi à me greffer au groupe et à avoir le privilège, parce que pour moi c'est vraiment un privilège. J'ai eu le privilège d'intégrer ce groupe et de pouvoir aider l'hôpital européen, aider la population gazaoui sur place.
Oui. Alors, dites-nous, comment donc s'est fait le départ? Vous êtes parti de France vers Gaza. Comment s'est fait le cheminement? Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez pu facilement accéder à Gaza ou comment cela a été si ce n'est pas le cas? Alors, nous sommes passés sous couvert d'une association américaine qui s'appelle Rahma Worldwide. C'est une association qui regroupe plusieurs pays comme la France, l'Angleterre, la Jordanie et les États-Unis. Nous étions une équipe de 21, un chirurgien, médecin et moi, infirmière. Nous sommes partis de Paris vers le Caire et ensuite nous sommes partis du Caire en minibus jusqu'à Rafah. Et ensuite de Rafah jusqu'à l'hôpital européen, donc, qui est vraiment au sud de Khan Younes, au nord de Rafah. On est à plus de 20 km de Rafah. Après avoir obtenu diverses autorisations, donc on se déclare, on demande l'autorisation à l'ambassade de France à Jérusalem, l'ambassade de France au Caire, le ministère de la Santé palestinienne et bien sûr le ministère des Affaires étrangères en France. Donc toutes ces entités sont prévenues de notre entrée, de notre sortie en temps et en heure pour pouvoir déclarer notre présence et obtenir les autorisations. Alors, j'imagine qu'une fois que vous êtes arrivé à Rafah, que vous êtes retrouvé à Gaza, alors quelle a été votre première impression? Donc, pendant tout ce long trajet, vous vous retrouvez à Rafah directement à l'hôpital ou est-ce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des passages de transition? Au niveau de la géographie, donc Rafah est vraiment au sud de la Palestine, donc c'est vraiment il y a Rafah égyptienne, Rafah palestinienne. Le passage dans vraiment ce petit hangar qui est divisé entre les deux pays, on y est resté à peu près 6-8 heures, le temps de contrôler tous nos bagages. Ensuite, on a pris un minibus pour traverser tout Rafah. On a quitté Rafah et on est arrivé à l'hôpital européen. Ça nous a pris à peu près une bonne demi-heure. Ça a été, et ma première impression quand je suis arrivée en Palestine, c'est de découvrir la promiscuité, de découvrir toutes ces personnes qui vivaient dehors, qui vivaient sous des tentes très sales, il avait plu la nuit où nous sommes arrivés, donc il y avait encore l'eau stagnante, il y avait beaucoup de boue. Toutes ces tentes étaient submergées. On voyait encore l'eau qui stagnait sur le toit de la tente, parce que ce ne sont pas des tentes en dôme à proprement en parler. Ce sont des bâches. Ils utilisent un peu les moyens du bord pour se couvrir. Donc c'est la première vision que j'ai eue avant d'arriver à l'hôpital. C'est ces longues routes avec j'ai un collègue, Dr Raphaël Pitti, qui comparait ça au ghetto de Varsovie. Et j'ai vu quelques vidéos et je trouve que c'est très ressemblant, effectivement, malheureusement. Justement, Imen, alors, est-ce que lorsque vous avez vu ces scènes, j'imagine, est-ce que vous vous êtes imaginé ou est-ce que vous avez tout imaginé mais pas ça? Est-ce que est-ce que cela dépassait ce que vous, peut-être, la chose à laquelle vous vous attendiez? Alors, moi, je m'attendais à des camps, si vous voulez. Donc, je m'attendais à des immeubles encore debout et vraiment des camps, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient sur le bord de la route et qu'il n'y ait en fait, il y a des immeubles, debout, mais les habitants ont trop peur d'y être, ils ont trop peur d'être ciblés. Donc, parmi les civils que j'ai rencontrés, il y en a qui vont vous dire qu'ils n'ont plus de logement parce qu'il s'est effondré. Et il y en a qui ont un logement, mais qui n'y vont plus, ils n'y habitent plus. Ils vivent à la rue par la peur. Et j'ai même eu le cas de collègues ou de civils qui se lèvent et ont une maison, même s'ils n'y habitent pas. Et le soir, ils apprennent par des voisins que leur maison a été bombardée. Donc, il y en a qui ont perdu leur maison pendant ma mission. Sans y être fort heureusement, mais voilà, il y a vraiment de tout et non, je m'attendais absolument pas à ça, vraiment. Alors, on va y aller, on veut tous les détails parce que vous comprenez qu'on veut vraiment tout savoir, on veut rien rater, alors que après avoir donc traversé tout ce chemin où vous avez peut-être rencontré ces Palestiniens réfugiés sous des tentes de fortune, le premier contact donc avec l'hôpital. Alors, quand on arrive à l'hôpital, il faut savoir que l'hôpital est devenu un lieu de vie. Donc, il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent dans l'hôpital. C'est pas un hôpital qui est énorme, c'est un hôpital qui peut accueillir initialement 315 patients. Aujourd'hui, il en accueille à peu près 1 millier et hospitalisés et 30 000 qui vivent à l'intérieur ou aux abords. Donc, c'est un lieu de vie. On a un des médecins qui nous accompagnait, qui est un médecin humanitaire spécialisé en médecine de guerre,
Il fait ça depuis plus de 30 ans. Il a été partout dans le monde, en Ukraine, Oui. au Soudan, beaucoup en Syrie. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. On a eu à pratiquer de la médecine de guerre intra-hospitalière. C'est ce qui fait que c'est très particulier comme soin. Donc quand on arrive, les premières impressions sont un accueil très chaleureux. Alors ça, c'est indéniable. On est applaudi, les enfants courent derrière. On était en minibus et en ambulance. Les enfants courent derrière les minibus, nous saluent, ils faisaient des signes comme ça. Et puis, quand on rentre vraiment dans l'enceinte de l'hôpital, on est accueilli par le directeur de l'hôpital européen, par le directeur adjoint, une partie de l'équipe médicale, une dame aussi du ministère de la Santé. Voilà, on est accueilli par différentes personnes qui sont Du qui nous personnel. réitèrent plusieurs fois. Oui. Et aussi les personnes qui y vivent, parce que dès l'entrée de l'hôpital, tout de suite dans l'entrée de l'hôpital, vous avez sur les bords des tentes de fortune et des personnes qui vivent dans l'hôpital, qui n'en sortent plus parce qu'ils cherchent un semblant de sécurité. Donc, voilà, ma première impression, c'est d'abord tout cet accueil très chaleureux, d'être attendu. Est-ce que vous aviez l'impression, en franchissant peut-être le seuil de la porte de cet hôpital, que parce qu'on vous accueillait, parce qu'on pensait que peut-être que vous serez là pour les sauver, peut-être pour sauver davantage de vies, de blessés, pour leur donner de l'aide? Est-ce que ce sentiment vous a traversé? Bien sûr. Et puis, ils l'ont verbalisé parce que même si au niveau des moyens humains, on peut dire qu'ils sont en nombre, parce que du fait que d'autres hôpitaux ont été fermés ou assiégés, le personnel de ces hôpitaux-là qui a pu fuir est venu prêter main forte et travailler à l'hôpital européen. Donc vraiment, en termes de main-d'œuvre, ça pourrait aller. Seulement, nous avons pu, ils étaient contents de nous voir parce que nous avons pu être une bouffée d'oxygène. On a pu leur apporter un peu de repos. Oui. J'ai par exemple une anesthésiste qui était dans ma chambre parce que j'ai été hébergée dans une chambre de garde. J'étais avec une anesthésiste qui m'a dit, là, ce week-end, j'ai pu rentrer voir ma famille et c'est du fait de votre présence à votre ONG et à d'autres ONG. Il y avait d'autres ONG, une norvégienne, une anglaise, etc. Elle a pu aller se reposer. Donc effectivement, même s'ils sont en nombre, le fait de notre présence a pu les faire se reposer un petit peu. Comme je dis, c'est une petite bouffée d'oxygène au milieu du chaos. Donc oui, ils étaient contents de nous accueillir. Oui. Alors bien sûr, Imen, j'imagine que vous n'avez pas eu, dès le premier instant, un moment de répit peut-être, ou est-ce que c'est le contraire? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes rentré, vous avez déjà commencé à votre travail donc d'assistance médicale, de blessés, de prendre en charge les blessés? Est-ce que tout de suite la pression a été ressentie, ou comment vous avez vu ou ressenti ou vécu ce premier moment à l'hôpital? Non, j'ai pas ressenti de pression. Que moi, j'ai rencontré un peuple extraordinaire et leur première envie était de nous accueillir, de nous offrir un thé, ce qui peut sembler paradoxal quand on est en temps de guerre et sous les bombardements. Nous, dans les premières minutes où on descend de ce minibus, on entend les drones. Donc, l'environnement est un environnement totalement. On ne peut pas l'oublier parce que les drones ne nous ont jamais quittés. Donc, on ne peut pas oublier cet environnement. Seulement, ça leur tenait à cœur de nous accueillir. Donc, on a eu le thé, on est parti ils ont voulu nous accueillir, nous raconter l'histoire de l'hôpital, nous expliquer un peu comment allaient se passer les 15 jours. On a fait une petite réunion. On a travaillé et eux nous ont dit non, reposez-vous du trajet quand même, ça peut attendre. Que vous commencerez que demain. Et nous, non, on voulait aller visiter l'hôpital, prendre déjà nos repères. On était très motivés. On s'est dit que c'était long et court en même temps, qu'on voulait aller tout de suite les mains à la pâte. Oui. Et non, voilà, ils nous ont proposé d'abord de se reposer, mais non. Ensuite, on a bu le thé on est allé voir l'hôpital. Alors, dites-nous comment s'est fait le premier contact avec la réalité du terrain. Racontez-nous les histoires que vous avez dû vivre avec les blessés, je suppose, qui étaient peut-être très lourdes. Moi, pour tout vous dire, avant de partir, j'avais une condition, entre guillemets, à moi-même, c'est que dans ma vie de tous les jours, dans mon métier, je ne suis pas spécialisée en pédiatrie ou les enfants. Je suis diplômée mais je n'ai pas une affinité particulière pour soigner les enfants. Et parce que moi, avec eux, les faire rire que leur faire mal avec un pansement ou autre.
Mais mon premier patient, mon premier contact était un petit bébé de 2 ans qui s'appelle Lana. Et Lana, donc c'était en réanimation parce que moi je suis spécialisée en réanimation et aux urgences. Et Lana, en fait, elle a perdu ses parents dans une explosion et elle est paraplégique. Donc elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle avait un drain, quand moi je l'ai rencontrée, elle avait un drain, elle était en coma. Elle avait un drain qui était relié à sa tête. Et quand j'arrive en réanimation, on voulait me faire le tour des patients, etc., que je prenne tout. Moi, je voulais tout de suite mettre la main à la pâte, comme je vous dis. Oui. Et on me présente ce premier cas, et moi, tout de suite, je dis, attendez, on est en réanimation adulte. On m'a dit qu'il n'y avait pas de réanimation pédiatrique ici. Pourquoi est-ce que vous faites les enfants? Et en fait, ma première question a semblé un peu candide, un peu naïve. Il me dit, mais Iman, on est en temps de guerre. Enfin, il n'y a plus de service pour urgence enfants. adulte, urgence enfant. Il m'a dit, c'est là où il y a de la place. On cherche une place, il n'y a aucune personne qui est dans son bon service. Alors, bien sûr, à part en réanimation ou en service normal, puisqu'en réanimation, les patients sont par définition dans un état très grave. Mais en fait, il y avait des enfants partout. Donc, moi, j'ai été affectée ensuite aux urgences. J'ai accueilli à longueur de journée des enfants de tout âge et des adultes, bien sûr, des hommes, des femmes, des vieux, moins vieux et des enfants. Mais moi, c'était ma limite et c'est ce à quoi je ne m'étais pas préparée. J'étais persuadée que les choses, même en temps de guerre, j'ai eu la naïveté de penser que même en temps de guerre, les choses étaient quand même un petit peu cloisonnées. Puisque nous, dans notre métier, il y a des spécialités. On se spécialise en pédiatrie ou en adulte. Et en temps de guerre, évidemment, il n'y a plus tout ça. Les blessés arrivent là où il y a de la place. Donc, c'était ma limite et c'était mon premier choc avec la réalité du terrain, si je puis dire. Justement, à propos de cette réalité du terrain, comment vous l'avez vécu, vous, en tant qu'infirmière, infirmière qui donc a fait des formations, qui plus ou moins est habituée à voir des scènes, est-ce que ce qui s'est passé ou ce que vous avez vu dépasse tout l'entendement? Oui, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais avec des médecins qui ont beaucoup plus d'expérience en zone de guerre que moi. Moi, j'ai de l'expérience en médecine humanitaire, mais pas en médecine de guerre. Oui. Et ce médecin, notamment, j'en ai un en tête, qui lui dit et répète que c'est la première fois qu'il voit ce chaos. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est qui. Les soignants sont dans un état de santé mentale qui est tout à fait déplorable. Alors, moi, je m'étais préparée et conditionnée. Comme vous dites, j'ai peut-être un peu, par notre métier, nous avons l'habitude de la vue du sang, de la vue de quelque chose, une plaie délabrée, une amputation spontanée par explosion. Tout ça, on pouvait s'y préparer avant de partir. Mais seulement ce à quoi je parle en mon nom propre, je ne m'étais pas forcément préparée, c'est l'état psychologique du personnel. J'ai occulté le fait que j'allais travailler et nouer des liens avec des collègues qui eux-mêmes sont en deuil, eux-mêmes ont leur propre histoire. Oui. Le fait qu'ils soient soignants ne les a pas épargnés du malheur de la guerre. Et ça, je ne m'étais pas préparée à devoir, entre guillemets, je dis devoir, je le mets entre guillemets parce que c'est moi qui ai eu envie de faire ça. Je ne m'étais pas préparée à devoir leur apporter un soutien psychologique. Au-delà d'apporter le soutien humain et avec mes mains et mon expertise, j'ai eu à apporter un soutien psychologique. Et sur ça, je ne m'étais pas vraiment bien préparée. Je ne m'y attendais pas. Oui. Ils ne sont pas infaillibles. Oui. Vous voyez ? Justement, c'est un petit peu ça aussi, la faiblesse de l'humain. Imen, alors comment se passait une journée type dans un hôpital avec les bombardements sans arrêt et surtout dans une région de Khan Younis qui a été la cible privilégiée des bombardements à Rafah depuis qu'il y a eu ces déplacés vers le sud? Alors, si vous voulez, par exemple, une de mes premières nuits, j'ai entendu des bombardements et des bombardements très forts dans la nuit. Moi, ma chambre, le balcon était vraiment en face des urgences. On ne peut pas faire plus proche, c'était vraiment en face des urgences. Je me réveille, ça me réveille et je cours vers la fenêtre en me disant les blessés vont arriver. J'ai voulu aller travailler en pleine nuit et les blessés sont pas arrivés. J'ai compris après, il m'a fallu du temps très rapidement. J'ai compris qu'en fait, il y a un couvre-feu la nuit. Alors, je ne sais pas si c'est un couvre-feu officiel ou si c'est les Palestiniens eux-mêmes qui se le sont imposés, mais ils ne se déplacent pas la nuit parce que la nuit, ils sont pris pour cible, beaucoup plus. Donc, quand bien même ils sont blessés dans un bombardement, dans un effondrement ou par des plaies par balles, ils ne se déplacent pas. Donc le résultat est que à la levée du jour, au petit matin, vraiment dès que le soleil fait son apparition, on a un afflux incroyable, surnuméraire
aux urgences. Oui. Et malheureusement, parmi ces patients qui affluent, on a beaucoup de patients qui arrivent déjà morts. Oui. Et la famille ne se rend pas compte qu'il est mort. Ils n'ont pas les compétences médicales pour palper un pouls, ou alors tout simplement, le choc fait qu'ils ne veulent pas y croire. Vous voyez. Donc j'ai eu trop de patients qui arrivent déjà morts. Et en fait, dans le service, j'étais la seule étrangère. J'avais un gilet et je suis pas voilée. Là-bas, toutes les femmes sont voilées. Donc, on reconnaissait tout de suite que j'étais étrangère. Et du coup, j'étais quand même beaucoup sollicitée parce que je pense qu'ils ont dû imaginer que le fait que je sois étrangère, ils avaient espoir que peut-être j'ai des compétences ou une expertise qui va éventuellement être supérieure à celle de leurs médecins locaux, qui sont des médecins extraordinaires. Ils soignent vraiment très bien. Avec ce qu'ils ont, ils font vraiment du très bon travail. Avec le peu de moyens qu'ils ont, ils sont très instruits. Et non, j'ai pas de compétences supérieures aux autres, donc j'annonce la mort, malheureusement, et qu'il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est un gros tri qu'on doit faire le matin entre ceux qui ont encore un pouls et sur lesquels on va essayer de se battre ou de faire quelque chose, et ceux qui sont malheureusement déjà partis, on peut rien faire. Donc ça, c'était voilà, pour vous expliquer un peu le déroulé de la journée, ça c'était les premières lueurs du soleil. La journée commence comme ça. Ensuite, il y a tout le tri des patients, beaucoup de sutures, beaucoup de patients qui doivent aller au bloc en urgence ou d'autres qu'on doit garder en observation, des patients qu'on réanime et qu'au final on perd, ou des patients qu'on arrive à réanimer et qu'on envoie en réanimation, Justement, des patients qu'on hospitalise. Oui, justement, Imen, comment peut-on prendre en charge autant de monde, autant de blessés, avec très peu de moyens médicaux mis sur place, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu une crise, une véritable crise, par exemple, pour l'accès au matériel médical. On sait très bien qu'à un moment donné, il y a eu des opérations à vif. Oh oui. Comment vous établissez les priorités? Pour être honnête avec vous, malheureusement, on a dû établir des priorités. L'âge est malheureusement devenu un facteur, malheureusement. Les antécédents, prendre en compte les antécédents de la personne, sont devenus un facteur d'éligibilité, si je puis dire, à une chirurgie ou pas, à une réanimation ou pas, malheureusement. Et puis, on ne peut pas donner toutes les chances à tout le monde puisque nous n'avons pas les moyens matériels de donner les chances à tout le monde. C'est-à-dire que je revois une femme qui est venue avec une plaie par balle, qui était très jeune, une plaie par balle à la tête. Elle n'a pas pu être opérée. Le chirurgien a dit « j'opère pas, les séquelles vont être trop graves ». Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de la réanimer avec sa balle dans la tête alors qu'elle respire, son cœur bat encore? On l'a laissée. On l'a laissée dans un coin. Et puis elle a convulsé. On a fait des médicaments pour stopper ça parce que c'est quand même très choquant. Et puis elle a mis plusieurs jours à s'éteindre. Donc on laisse les patients mourir. Donc tout ça, c'est une réalité que malheureusement, j'en ai été le témoin malheureux. On fait des choix, on fait des économies. Vraiment, le plus dur était de faire un choix. Et puis surtout, quand on vous demande votre avis, vous avez l'impression d'avoir un poids sur la vie de cette personne, ce qui est horrible à vivre, ce qui est vraiment compliqué à vivre. Donc tout ça, on l'a fait. Et c'est la réalité de leur terrain. Moi, je suis rentrée. C'est-à-dire que moi, j'étais là 15 jours, mais eux continuent de le vivre quotidiennement. Oui, alors, Imen, j'imagine que c'est très difficile quelque part de dissocier un petit peu comment ça dire, est-ce que vous arriviez à faire un petit peu cette gymnastique, l'infirmière, où s'arrête l'infirmière, où commence l'humain? Est-ce que vous arriviez à faire cette dissociation, ou est-ce que vous êtes devenu finalement, vous êtes rentré dans le vif du sujet Non, je m'étais beaucoup préparée à faire la part des choses avec les patients. Est-ce que c'est facile? Donc, non, c'est impossible. Non, c'est pas, bien sûr, c'est absolument pas facile puisque quand le patient arrive, il arrive avec sa famille. Alors, même si le patient est dans le coma ou déjà mort, la famille va vous raconter son histoire, va vous dire qui il est, va vous placer va replacer le patient dans son contexte. Donc, malheureusement, il y a un affect qui rentre en ligne de compte. Je suis professionnelle, je suis restée professionnelle, donc j'ai essayé de garder cette distance professionnelle, mais dans mon fort, et de jamais montrer mes émotions, ça c'est certain, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un soignant. On n'attend pas d'un soignant qu'il montre ses émotions. Donc à aucun moment je les ai montrées, mais en mon fort intérieur, j'ai eu plusieurs fois le cœur vraiment déchiré. Vraiment, j'ai eu vraiment un crève-cœur. Ça a été vraiment très compliqué. Alors, Imen, vous êtes partie vers Raza, vous êtes restée 2 semaines.
Et puis vous êtes rentré le 5 février. Est-ce que c'est la même personne, celle qui est partie, de celle qui est revenue brièvement? Non. Non, non. Je pense qu'une expérience comme celle-là, non, 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 je suis plus du tout la même. Mon cœur est resté là-bas. Pour l'instant, j'estime que je ne suis pas rentrée. Je dis à mes proches que mon enveloppe corporelle est rentrée. Je travaille un peu machinalement, on dirait un peu un robot quand j'ai dû reprendre ma vie. J'ai dû reprendre mon travail, reprendre ma vie de famille. Donc oui, Merci. mon corps est là, mais mon esprit est resté là-bas, puisqu'on peut pas revenir d'une expérience comme ça tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu. Mon esprit sera là-bas. Merci beaucoup, Imen, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes donc infirmière et que vous faisiez partie du personnel médical qui a regagné Raza pour prêter main forte au personnel médical qui était sur place à l'hôpital européen près de Khan Younes. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouvera demain pour d'autres émissions de l'Échiquier international. Au revoir.